Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal de news cette semaine-ci, avec évidemment la sortie des RTX Super, on va en parler. Nous avons la 4070 Ti Super qui est sortie, le 7600 XT aussi. Samsung a lancé ses Galaxy S24. On a aussi des news sur l'Apple Vision Pro et plein d'autres news en tout genre comme ça. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Commençons tout de suite. Mais avant ça, ce début de vidéo est sponsorisé par Infomax et leur PC Gamer Janvier, que vous pouvez utiliser seulement en janvier. Donc vous devrez acheter 12 PC pour chaque mois de l'année. Non, je déconne bien sûr. Ils ont fait un PC spécial pour le mois de janvier selon les promotions qu'ils ont en ce moment. Donc vous avez ici un bon vieux Ryzen 7 5700X sur une carte mère en B550M de chez MSI, 16 Go de RAM en DDR4 à 3600 MHz évidemment. Et la pièce principale de ce PC, parce que ça reste un PC gamer, c'est évidemment la RTX 4070 de chez MSI. C'est un modèle Ventus avec deux ventilateurs. Et je rappelle que même avec la sortie de la RTX 4070 Super, la 4070 reste toujours une très bonne carte qui a baissé de prix. On a aussi un SSD NVMe PCI Express 4.0 de 1 Tera, une alimentation FSP Hyper Pro de 700 watts, et tout ça dans un excellent boîtier de chez MSI qui est le MPG Gungnir 110R. C'est un très long nom. Mais quoi qu'il arrive, un très bon boîtier. MSI fait des bons boîtiers ces derniers temps, vraiment pas cher, c'est assez impressionnant. Et si vous n'aimez pas une pièce, je rappelle que comme d'habitude, avec Infomax, vous pouvez personnaliser chaque config qu'ils ont sur le site. Vous voulez plus de RAM, vous en rajoutez. Vous voulez plus de SSD, vous en rajoutez. Et si cette config ne vous convient pas, ils ont évidemment plein d'autres configs sur leur site. Vous aurez un lien dans la description vers cette config et les autres, comme ça vous pouvez choisir selon votre budget ou selon vos besoins. Encore merci à Infomax d'avoir sponsorisé ce début de vidéo et continuons avec celle-ci. La première grosse news de la semaine, c'est évidemment le fait que Samsung a annoncé et sorti leur Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra. Des smartphones qui au final ne changent pas énormément de leurs prédécesseurs, c'est plus un raffinement du design, un petit peu comme les smartphones ces derniers temps en réalité. Il n'y a pas d'énormes changements, c'est plutôt hey, on améliore un petit peu les choses. Toutefois, ce qui est une énorme nouveauté, c'est évidemment Galaxy AI. Galaxy AI, c'est littéralement partout dans la présentation. 90% de la présentation, c'est Galaxy AI. Et qu'est-ce que Galaxy AI ? C'est basiquement Google AI plutôt, parce que Galaxy AI, en tout cas la plupart des fonctionnalités, utilisent les modèles d'IA de chez Google. Donc notamment, ça utilise Gemini et Gemini surtout Nano. Gemini, c'est un nouveau modèle qui est utilisé pour Google Bard. Google Bard étant le chat GPT en quelque sorte de Google. Et du coup, Gemini Nano en particulier peut tourner localement sur un smartphone. Donc vous n'avez pas besoin du web. Ici, vous avez du coup des fonctionnalités de Gemini, surtout pour tout ce qui est analyse texte. Et vous avez aussi tout ce qui est AI générative pour générer des images et tout ça. Donc vous pouvez notamment générer des fonds d'écran, régénérer une partie d'une photo si vous l'avez éditée, si vous voulez qu'elle soit un peu plus grande et que vous aviez mal cadré. Ils ont montré tout ça et ouais, on avait déjà vu une partie de ces fonctionnalités, notamment sur les derniers Pixels, mais maintenant c'est disponible aussi sur les Galaxy. Et puis on a évidemment toutes les nouvelles fonctionnalités au niveau d'IA dans le chat notamment. J'ai du coup, moi personnellement, acheté un Galaxy S24 Ultra qui est ici, parce que bizarrement, je ne sais pas pourquoi, si vous êtes en France, il est toujours pas sorti, il est en précommande, mais si vous êtes en Belgique, il est disponible depuis le 24. Donc, je ne sais pas trop pourquoi une telle différence, mais ok. Dans tous les cas, voilà, c'est dans un jour, un jour et 8 heures qui sortira par rapport à la sortie de cette vidéo. Donc, ce sera demain, en toute logique, le 30, voilà. Du coup, j'ai pu le tester quelques jours et ben, voici un petit peu mes impressions. C'est une mini review, si vous préférez, du coup, en quelque sorte, pour ceux qui seraient intéressés. Déjà, si vous avez un S23, je dirais que ça vaut pas vraiment la peine. Oui, il y a toutes les nouvelles fonctionnalités d'IA et tout le tralala, mais je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine d'upgrade, surtout que techniquement, il y a de fortes chances que via une mise à jour qui arrivera prochainement, vous puissiez profiter de la plupart de ces fonctionnalités d'IA directement sur votre S23. Donc moi, je vous dirais, juste attendez la mise à jour. Pour ceux qui ont un S22, peut-être il y a une raison d'upgrade. Moi, j'étais sur un S22 Ultra et la raison pour laquelle j'ai upgrade, c'est parce que le S22 Ultra utilisait j'avais fait importer un modèle Snapdragon, mais même le modèle Snapdragon ainsi que le modèle Exynos étaient gravés par Samsung et au lieu de TSMC maintenant.
et c'était pas les plus efficaces au niveau énergétique, genre vraiment pas. Donc moi, la première amélioration que je vois directement, c'est au niveau batterie. Genre vraiment, il tient beaucoup mieux au niveau batterie, c'est juste bien meilleur pour moi ici. Pas mal de puissance, mais c'est pas le plus important ici pour moi. Je dirais que depuis pas mal d'années, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, les smartphones ont clairement atteint un niveau de puissance qui est juste largement suffisant pour tout ce qu'on fait. C'est pour ça que Google s'en sort très bien avec leurs puces custom qui sont pourtant bien moins performantes que la concurrence, mais les Pixel 8 et 8 Pro notamment sont tellement bons que c'est pas grave qu'ils soient pas les plus puissants, ils sont assez puissants pour la plupart des gens. Donc la puissance c'est bien, surtout que c'est un Snapdragon du coup ici 8 Gen 3 qui est vraiment très puissant, c'est une version en plus pour Galaxy qui est légèrement overclockée, mais c'est pas le plus important. Maintenant, les fonctionnalités d'IA, très rapidement, si je devais les résumer, un peu gimmick, genre vraiment un peu gimmick. Il y en a qui sont très pratiques, notamment, vous pouvez écrire du texte et après, vous avez plusieurs options dans le clavier Samsung. Vous pouvez déjà, du coup, traduire les messages automatiquement. Ça, c'est vraiment cool, par contre. Mais c'est pas forcément utile pour tout le monde. C'est pour ceux qui communiquent avec d'autres personnes qui parlent pas forcément la même langue. Ce qui pourrait être votre cas si c'est pour le travail ou autre chose. Il y a aussi une option pour restructurer les messages et celle-là, c'est la plus discutable. Basiquement, si vous tapez, je sais pas moi, salut, comment ça va? Et puis vous pouvez cliquer sur l'IA, je vais même le faire en direct pour avoir les résultats. Donc j'ai juste tapé salut, comment ça va? Et puis après j'ai un petit bouton d'IA et je peux choisir le style d'écriture. Donc je vais cliquer sur le style d'écriture et là il vous propose l'original, le professionnel. Le professionnel du coup devient bonjour, comment allez-vous? C'est pas trop mal. Le détendu c'est salut, comment ça va? Donc c'est basiquement la même chose. Vous avez ensuite salut tout le monde, comment ça... Ça c'est la version sociale, j'adore la version sociale. Salut tout le monde, comment ça va? Petit smiley qui se sourit. Hashtag bonjour, hashtag comment ça va? La version sociale rajoute des hashtags qui n'ont aucun sens des fois. C'est vraiment... Une fois j'ai mis un message avec mon nom et prénom parce que je signais en mode cordialement mon nom, prénom, un email. Je me suis dit, je vais tester, voir peut-être faire une version encore plus polie ou mieux écrite. Et j'ai regardé la version sociale et c'était hashtag mon nom, prénom. Il a rajouté un hashtag mon nom, prénom. OK. Et puis après, on a poli, bonjour, comment allez-vous? C'est basiquement la même chose que professionnel. Je sais pas pourquoi il y a une différence. Et puis, il y a une version emoji où ça rajoute des emojis. Un peu gimmick. Comme vous pouvez voir, le truc, c'est que rarement ça ajoute quelque chose, ça restructure surtout. Et je pense que, par exemple, si vous utilisez ChatGPT pour écrire des versions plus polies de vos mails, ChatGPT aura tendance à vraiment aller plus loin que restructurer. Il va ajouter des choses, il va ajouter des formules de politesse. Ici, voilà, il y a quelques formules des fois qui sont rajoutées, mais pas énormément. Là, j'ai testé encore une fois avec juste un message court, mais j'ai pu tester avec des mails assez longs. Ça rajoutait pas grand-chose. Mais c'est quand même pas trop mal. La correction d'orthographe aussi est pas trop mal, ce qui m'arrange, parce que je pense que vous devez le savoir, je ne suis pas le meilleur au niveau orthographe. Donc, ouais. Donc ça, l'IA au niveau écriture, voilà, c'est discutable, un peu gimmick. Il y a tout ce qui est au niveau édition photo, ça c'est assez impressionnant, mais c'est basiquement la même chose que Google, vu que c'est Google. Donc, si vous avez un Pixel 8, un Pixel 8 Pro, vous avez les mêmes genres de fonctionnalités. Il y avait aussi une fonctionnalité pour faire des ralentis avec une vidéo. Ça, c'est plutôt cool. Je ne l'ai pas trop utilisé. C'est pas forcément pour tout le monde, mais c'est assez impressionnant. Mais du coup, avec tout ce Galaxy AI partout, ils n'ont pas fait une amélioration que je ne comprends pas parce que quelle était la première intelligence artificielle de Samsung? C'était évidemment Bixby, ou plutôt assistant. L'assistant est techniquement une intelligence artificielle, je suppose. Dans tous les cas, Bixby n'a aucune mise à jour. Bixby reste aussi stupide. Il est toujours intégré, si vous voulez, sur le smartphone, sans plus. Mais basiquement, oui, aucune mise à jour au niveau de Bixby. Malgré le fait qu'ils ont fait Galaxy AI et tout ça, il n'y a pas vraiment d'amélioration au niveau de Bixby, je comprends pas. Donc, ouais, un petit peu gimmick ces AI. Vous pouvez aussi générer des fonds d'écran, comme j'avais dit. Un petit peu gimmick. Vous pouvez aller sur Internet faire la même chose si vous voulez pour mettre sur votre smartphone. C'est bien que ce soit intégré, mais voilà. Un autre truc par contre que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que vous pouvez du coup taper longtemps sur le bouton Home et puis après entourer quelque chose et ça va le rechercher avec Google Lens. Donc là j'ai entouré l'icône de Stardew Valley et puis il m'a trouvé Stardew Valley. Ça,
Vous pouviez le faire avec Google Lens. Vous pouviez prendre une capture d'écran, aller dans Google Photos, activer Google Lens, mais ça prenait un peu de temps. Ici, c'est tellement rapide, c'est vraiment très pratique. Ça, je dirais que de toutes les fonctionnalités Galaxy AI, c'est la plus pratique. Je ne sais même pas si c'est vraiment Galaxy AI, parce que c'est Google Lens, mais quoi qu'il arrive, très pratique. Et l'avoir aussi accessible, en fait, c'est juste génial, selon moi. Donc, ouais. Ma foi, gros point positif pour ça. Quoi qu'il arrive, c'est juste une version raffinée, comme j'ai dit, des Galaxy S23. Le S24 Ultra, notamment, maintenant, a un écran plat. Et ça, personnellement, j'adore parce que les écrans courbés, les gens aiment bien parce que ça fait plus moderne, ça fait plus design. Mais le problème des écrans courbés, c'est quand vous avez un stylet, euh, chose que vous avez forcément sur la gamme Ultra depuis quelques années maintenant. Quand le bord est courbé, mais quand vous allez avec le stylet, vous tombez avec votre stylet. C'est stupide. Ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser le bord de l'écran avec le stylet correctement. Ou en tout cas, vous devez faire attention. Donc là, maintenant, c'est une vraie surface utilisable 100% pour le stylet, selon moi. Et juste un écran plat, c'est meilleur. On peut mettre plus facilement une protection d'écran. C'est juste mieux. Pour moi aussi, je trouve que ça rend mieux. Mais en conclusion, personnellement, je recommande cette gamme à ceux qui sont intéressés, en tout cas, par la surcouche Samsung. Tout le monde ne l'est pas forcément. Si vous voulez un téléphone qui reste assez bon, surtout au niveau photo, vous avez les Pixels, notamment les Pixel 8 et 8 Pro sont excellents. Si vous voulez encore moins cher, vous avez le Pixel 7a qui est vraiment genre très bon pour le prix. C'est pas les meilleurs niveaux puissance, comme j'ai dit, avec la puce de Google, mais une puce moderne est suffisante pour la plupart des gens. Ils sont très bons aussi au niveau batterie. Et vous avez des fonctionnalités d'IA, comme sur Galaxy AI. Si vous voulez un petit smartphone, parce que le S24 a quand même une particularité, c'est que c'est un petit smartphone, le S24 de base en tout cas. Ben, vous avez une autre solution, c'est aussi le dernier Zenfone. Le Zenfone est vraiment bon au niveau photo, il a une surcouche très light et il a un prix plus contenu que le dernier S24, donc ça peut valoir la peine, surtout si vous n'avez pas besoin du dernier Snapdragon. Donc voilà, quelques options très vite fait au niveau Android en tout cas. Pour moi, il y a vraiment pas mal sur le marché pour tout le monde. Ces S24 sont intéressants, mais j'ai hâte quand même de voir ce qu'ils feront pour les prochaines versions, surtout au niveau AI. Par contre, tenez compte un truc, j'allais oublier. Je vais même le mettre à part dans la table des matières parce que c'est selon moi très important. Je ne sais pas où c'est. Voilà, je vais zoomer. Les fonctionnalités Galaxy AI seront fournies gratuitement sur les appareils Samsung Galaxy compatibles à minimal, donc jusqu'à fin 2025. Donc au minimum jusqu'à la fin 2025, gratuit. Début 2026, au plus tôt, vous devrez peut-être payer un abonnement par mois pour les fonctionnalités d'IA. C'est pour moi logique parce que même s'ils utilisent Gemini Nano sur les derniers Galaxy S24, c'est pas utilisé partout. Notamment tout ce qui est retouche photo et tout, ça communique avec le web. Et d'ailleurs, même certaines fonctionnalités intelligentes, par défaut, communiquent avec le web. Et vous pouvez choisir que ça ne communique pas avec le web. Et puis, des fois, vous utilisez certaines fonctionnalités et ça vous dit non, ça doit utiliser la version web. Donc, c'est très discutable ce qui utilise le web ou pas. Dans tous les cas, tout ce qui utilise le web, ça semble logique. Ça utilise des serveurs. Les trucs d'IA générative, notamment, sont taxent énormément en termes de puissance. Genre, il faut beaucoup de puissance de calcul derrière pour calculer tout ça. Donc, ça coûte de l'argent. Hein. Vraiment, ça coûte pas mal d'argent. Donc, ça ne m'étonne pas qu'ils veulent faire un abonnement. Si vous regardez, Google offre aussi les fonctionnalités d'IA certaines gratuitement, mais ils les offrent aussi via leur abonnement Google One, en réalité. J'ai même d'ailleurs Google One, parce que j'utilise pas mal les services Google, et j'ai ces fonctionnalités d'édition sur mon Galaxy, parce que c'est aussi à travers du coup Google Photos et l'abonnement. Donc c'est juste pour dire que personnellement ça ne m'étonne pas vraiment, mais tenez compte que oui, ces fonctionnalités d'IA, si vous les trouvez utiles, peut-être que dans un futur proche, vous devrez payer pour les utiliser. Donc voilà pourquoi je l'ai mis à part dans la table des matières, parce que je pense que c'est assez important, parce que littéralement le focus, encore une fois, de cette présentation des S24, 90%, c'était Galaxy AI. Eh bien, Galaxy AI, peut-être que dans 2 ans,
Ce sera Galaxy AI, mais tu dois d'abord swiper ta carte de crédit. Ensuite, en parlant de swiper sa carte de crédit, Apple a lancé les précommandes de l'Apple Vision Pro, en tout cas aux États-Unis. Donc, ça permet de voir les prix. On savait que ça a démarré à plus de 3000 $, mais maintenant, on voit la vraie étendue des prix. J'ai pris une page ici avec un MacBook Air pour comparer justement certaines choses. Du coup, au niveau des prix, vous avez 3 modèles. Vous avez un modèle 256, 512 et 1 Tera, parce que c'est techniquement considéré comme un ordinateur. C'est ce que même dit Apple, c'est que c'est l'ordinateur du futur. Vous le mettez sur votre tête, basiquement. Donc, la seule chose que vous pouvez upgrade, même pas de RAM, c'est le stockage. Et c'est 200 $ à chaque fois. Donc, si vous voulez 2 fois plus de stockage par rapport au modèle, au modèle 256, et que vous voulez passer à 512, du coup, c'est 200 $. Et si vous voulez passer de 512 à 1 Tera, c'est 200 $. Donc oui, bizarrement, 256 Go, c'est 200 $. Et 512 Go, c'est aussi 200 $. C'est la logique Apple, ne cherchez pas. C'est pour vous forcer, ou plutôt c'est pour faire plus d'argent, hein. On va pas chercher plus loin. Et puis après, vous avez plein de petits accessoires, notamment, donc ça c'est ce qu'il y a dans la boîte. Et puis je sais plus où est la page d'accessoires, mais il y a aussi des accessoires. Si vous voulez par exemple, je sais pas moi, un truc pour transporter le casque et tout ça, ce sera vite 200 $ en plus. Donc ouais, basiquement, ça coûtait déjà très cher, mais ça va coûter encore plus cher si vous voulez juste quelques accessoires. Et juste pour comparer, en réalité, en fait, ils font déjà la même chose pour les autres appareils. Hein, 256 Go de stockage, 200 $. Et puis après, tu passes à 1 Tera, 200 $. Par contre, le 2 Tera, là, ils le font réellement. Ils augmentent beaucoup plus le prix. Comme vous pouvez voir, c'est 400 $. La logique d'Apple au niveau du stockage, voilà. Mais bon, dans tous les cas, l'Apple Vision Pro arrive. Il devra arriver en février. C'est ça la grosse news ici, c'est qu'il est disponible en précommande et il devra arriver en février, le 2 février. Donc, à partir du 2 février, donc très prochainement, donc d'ici la semaine prochaine, dans le prochain Texama Show, nous devrions avoir une idée de ce que ça donne. Parce que jusqu'à maintenant, on a juste eu la présentation Apple, qui forcément rend ce casque incroyable autre chose. Mais moi, j'aimerais voir quand des gens l'ont en main et peuvent vraiment dire ce qu'ils en pensent. Là, ça devrait être intéressant. Une autre news importante sans caméra, c'est le fait que Apple va être forcé à partir de iOS 17.4 de permettre à des App Stores tierces d'être installés tout simplement sur les iPhones, ainsi que certainement les iPads et autres appareils qui utilisent iOS. Ce changement est dû à évidemment une nouvelle législation européenne qui vise à autoriser les App Stores tierces sur les plateformes totalement fermées, comme iOS ainsi que même techniquement Android. Et du coup, vous pourriez vous dire, génial, enfin on peut du coup installer un App Store tierce et ne plus payer 30% à chaque fois à Apple. Pas vraiment. Alors déjà, ils vont diminuer leur part de 30% à 17%. Et si vous utilisez le système de paiement de Apple, vous devrez rajouter 3%. Donc là, c'est déjà beaucoup plus logique selon moi. Donc ça veut dire que si vous avez votre propre système de paiement, vous ne payerez que 17%. Mais si vous utilisez le leur, ce sera 20%. Mais le problème derrière, c'est que si vous regardez en fait dans les petites lignes sur le site d'Apple en arrière-plan et tout, c'est le fait que en gros, Apple se réserve le droit, oui, de en gros dire « Ah non, cet App Store tierce, on ne l'aime pas, donc en fait, il n'est pas autorisé. » Donc, ils pourront choisir leurs concurrents. Donc, comme ils le disent ici, ils peuvent choisir totalement dire « Ah, maintenant, cet App Store-là, on considère qu'il ne respecte pas la sécurité des utilisateurs et du coup, il n'est pas autorisé. » Mais c'est laissé à la liberté d'Apple. Donc, ils peuvent bannir, par exemple, je sais pas moi, le Epic Store, s'ils considèrent que l'Epic Store n'est pas sûr pour la sécurité de leurs utilisateurs. Donc, ils ont un contrôle total ici. Ensuite, le truc qui est encore pire en réalité, c'est que si vous décidez d'utiliser un App Store tierce, vous devrez toutefois payer quand même un frais qui est fixe. Et ce frais, il l'appelle Core Technology Fee. Et en gros, c'est pour utiliser les technologies core de l'iPhone, en gros. Hein. Et du coup, ce frais est de 50 centimes par utilisateur annuel pour l'année au-dessus de 1 million. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais en gros, pour résumer, selon le calculateur d'Apple, si vous avez 10 millions d'utilisateurs et que vous avez fait 10 millions de ventes
en dollars, vous devrez payer Apple 6,2 millions de dollars. Alors, bien sûr, beaucoup d'apps vont faire plus que 10 millions de dollars pour 10 millions d'utilisateurs. Donc, la part va diminuer, ce sera plus 6,2 millions. Mais quand même, c'est juste énorme en réalité. Et ça casse totalement le fait d'avoir un App Store tierce en fait. Autant juste payer les 17% à ce moment-là. Comme le dit d'ailleurs Eric Seufert à Heracles Capital, il a dit que ça représentait justement du coup un défi financier assez important pour par exemple les petits développeurs qui voudraient faire leur App Store tierce ou autre chose. Donc ici, il dit aussi d'ailleurs que c'est assez bizarre que l'Union européenne ait permis une telle chose en fait, parce que ça casse. Oui, ils autorisent, mais ça casse derrière le fait de faire votre propre App Store tierce. Donc, ma foi, on verra bien ce que ça donnera, mais en toute logique, à partir d'iOS 17.4, on aura des App Stores tierces. C'est juste que ça risque d'être compliqué pour certains et que Apple se réservera toujours le droit d'en bannir d'autres. Ensuite, on passe à des news hardware, et notamment avec évidemment la sortie de la RTX 4070 Ti Super, que j'allais faire une vidéo à la base, et puis il y a eu quelques petits problèmes, notamment avec le modèle MSI qui avait un problème de BIOS, donc ça a été corrigé depuis, mais du coup, certains modèles MSI avaient juste des problèmes de performance qui faisaient que, comme vous pouvez voir, la 4070 Ti faisait 116 FPS de moyenne sur 12 jeux en 1440p sur le test de Hardware Unbox, excellente chaîne d'ailleurs, et le modèle du coup 4070 Ti Super de chez MSI avec l'ancien BIOS faisait à peine mieux, 120 FPS. Depuis, avec le nouveau BIOS, ça passe à 124, donc une petite upgrade, quoi qu'il arrive, mais il y avait des problèmes à la sortie. Et puis, même avec le BIOS corrigé, et même sur les autres modèles non MSI, du coup, Asus, Gigabyte, je sais pas moi, Galax et tout ça, évidemment, on n'avait pas le problème de BIOS. Et bien, même avec ces modèles-là, j'étais pas le plus impressionné par les performances. Alors, si vous voulez regarder les tests, je vous invite, si vous parlez seulement français, le test de Cocotelant ainsi que overclocking.com, qui sont du coup deux excellents sites francophones. Je vous les recommande chaudement. Mais moi, j'ai aussi regardé du coup, en plus de ça, sur notamment Tech Power Up, un truc très intéressant, c'est qu'ils ont testé pas mal de modèles de 4070 Ti Super, genre vraiment beaucoup. Et tenez compte qu'il n'y a pas de modèle Founder Edition ici. Donc, vous allez forcément devoir prendre un modèle custom. Et il y a des trucs très intéressants. Donc, si on prend notamment... On va prendre le plus... qui semblerait être le modèle le plus puissant jusqu'à maintenant, c'est le modèle Strix. Bien, même avec une telle carte qui est overclockée de base, qui a pas mal de choses, genre la limite de consommation est augmentée et tout, mais vous allez voir que, oui, elle est plus puissante qu'une 4070 Ti, mais moi je m'attendais à un petit peu plus. Là, l'une des meilleures 4070 Ti Super fait 8% de performance en plus qu'une 4070 Ti de base. Mais le truc, c'est que si vous regardez les specs, la 4070 Ti et la 4070 Ti Super sont vraiment très différentes. Déjà, techniquement, elles n'utilisent pas le même GPU. La 4070 Ti Super utilise le même GPU que la 4080, la D103, mais avec évidemment moins de codes à corps. Mais on passe quand même d'une 4070 Ti avec 7680 codes à corps à la 4070 Ti Super qui en a plus de 8448. Donc elle a plus de codes à corps. Elle a aussi techniquement une fréquence de base plus haute. Elle a plus de RAM. Mais ça ne va pas forcément faire la différence maintenant. Et surtout, comme c'est le GPU AD103, on passe à 256 bits de largeur de bus. Donc, la bande passante de mémoire est plus importante. Donc, vraiment, cette 4070 Ti Super est juste meilleure en tout point. Genre, vraiment une énorme amélioration. C'est une petite 4080. Genre, c'est une 4080 un peu moins bonne en termes de spec. Du coup, on pourrait s'attendre à un saut de performance plus important. On pourrait s'attendre à ce qu'elle soit réellement plus de 10% plus performante. Parce que rien que les coups d'accord, il y a 10% de coups d'accord en plus entre ces deux modèles. Mais la bande passante de mémoire augmente encore plus. Donc vous pourriez vous dire, avec tout ça en plus, elle va juste être géniale. Mais en fait, non. La plupart des tests, c'est 7, 8%. Dans certains jeux, évidemment, ça va être un petit peu plus, mais c'est 7. Moi, j'ai vu 7 à 8% de différence de performance. Ce qui n'est pas dégueulasse. Hein, je tiens à le rappeler. Quoi qu'il arrive, elle remplace la 4070 Ti pour le même prix. Donc, on gagne 7% de performance au minimum en payant le même prix. Pour ceux qui voudraient acheter un nouveau GPU maintenant, ça fait pas de mal. Mais je m'attendais quand même à plus. C'est quand même assez étonnant. Alors, je me suis dit, peut-être
est-ce qu'il y a une limite? Est-ce que Nvidia a limité la carte quelque part pour qu'elle soit pas trop bonne? Et le truc, c'est que la limite de consommation de cette 4000, non, je suis sur une mauvaise page, la 4070 Ti et la 4070 Ti Super partagent la même limite de consommation qui est, il me semble, 285 watts. Et du coup, vous pourriez vous dire, peut-être que ça vient de là. Et dans les tests d'overclocking, oui, forcément, quand on augmente la limite de consommation, qui est très variable d'un modèle à l'autre, vous pouvez voir que le modèle MSI notamment n'a aucune upgrade, c'est 285 watts, rien de plus. Voilà, le modèle Palit et PNY aussi. Et puis après, le modèle TUF de chez Asus, c'est 300 watts. Et puis le meilleur modèle, c'est le modèle du coup Strix qui peut lui monter jusqu'à 366 watts. Alors ça ne sert pas forcément à grand chose, vous allez le voir, parce que toutes les RTX 4000, je rappelle, sont basiquement limitées à juste en dessous de 3000 MHz. Dès que vous atteignez les 3000 MHz, elles deviennent instables, que ce soit la 4080, 4090, 4070, 4070 Ti, c'est toujours la même limite de 3000 MHz. Et donc, c'est forcément la même chose ici. Le modèle Strix arrive quand même à 2902 MHz dans le test de Tech Power Up en overclocking. Ils augmentent un peu aussi la fréquence de la RAM, mais pas beaucoup plus en réalité. Donc ça lui donne un résultat de 82,8 FPS. Mais c'est même pas forcément le meilleur modèle, parce que le modèle Colorful est un petit peu plus puissant, parce qu'il a une meilleure fréquence de base. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas juste plus de watts, plus puissant. Parce que le modèle Colorful, lui, est limité à 330 watts, ce qui est quand même déjà pas mal. Hein. Mais ça montre que, voilà, c'est pas juste vous augmentez le nombre de watts maximum et puis hop, c'est bon. Non, il y a un petit peu de variété, plutôt de variance, parce que c'est la loterie, c'est l'overclocking. Des fois, vous avez un bon GPU, il s'overclock mieux, et des fois, vous avez un mauvais GPU. Même s'il est sur une très bonne carte, si le GPU est moins bon, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc, quoi qu'il arrive, avec tout cet overclocking tenu en compte, vous pouvez voir que le modèle Strix arrive du coup à dépasser maintenant la 7900 XT. Vous pouvez voir aussi qu'il est réellement, par contre, là, on passe de 69,7 FPS pour une 4070 Ti à 82 FPS. Donc là, on commence à avoir un gain que personnellement, je m'attendais plus. Donc oui, peut-être que une partie de la limitation de cette 4070 Ti Super, c'est la consommation. Peut-être qu'ils auraient dû ils auraient dû mettre ce modèle à 300 watts pour qu'il puisse un petit peu plus montrer sa vraie puissance. Donc voilà, un petit peu dommage. Et du coup, ça montre que pour une fois, les modèles custom avec une meilleure limite de consommation, donc forcément, ces modèles-là, ce sont les modèles un peu plus haut de gamme, ce ne sont pas les modèles qui sortent au prix de base. Mais peut-être que pour une fois, ils ont un peu plus d'intérêt. Mais voilà, ça reste discutable. Parce que même avec tout ça, la 4080 reste meilleure et il y a la 4080 Super qui arrive évidemment. Donc oui. Un truc vraiment aussi que moi j'ai trouvé étonnant, c'est que même le modèle Strix, qui était le plus puissant de base, n'arrive pas à dépasser la 7900 XT en rasterisation en tout cas. Donc la 7900 XT reste techniquement meilleure et c'est une carte qui est vendue beaucoup moins cher. Parce que si on regarde les prix, parce que maintenant c'est évidemment le plus important, qu'est-ce que ça donne au niveau des prix? Eh bien, on peut regarder sur GPU Tracker, carte graphique, et on peut voir que du coup, la 7900 XT en Europe, la moins chère, est à 769 euros. Alors évidemment, c'est sur Megeko. Tout le monde ne va pas forcément pouvoir commander sur Megeko. Du coup, on peut même regarder sur les autres sites, et en réalité, elle est largement en dessous des 800 euros. Vous avez pas mal de modèles à 785, 780 et des, y compris, il me semble, non, pas de site FR, parce que le marché français est toujours un peu n'importe quoi au niveau des prix. Pour la simple et bonne raison que la plupart des revendeurs en France ne veulent pas accepter d'avoir seulement une marge de 5%, alors qu'en Allemagne, ils sont en mode « Oh, on fait une marge de 3% sur cette carte. Excellent, les gars. » C'est pour ça que les prix sont souvent moins chers. Bref, dans tous les cas, en dessous de 800 euros sans problème. Et maintenant, du coup, forcément, la carte pour laquelle vous attendiez, on va regarder la 4070 Ti Super. Et comme vous pouvez voir, du coup, son prix de base est respecté. C'est 899 euros. Donc, vous avez plusieurs modèles, notamment le TUF ici est du coup à 899 euros. C'est assez intéressant. Mais du coup, oui, 899 euros. C'est plus cher, beaucoup plus cher qu'une 7900 XT. Et vous savez ce que vous pouvez trouver vers 900 euros aussi? Oui, ça semble logique. C'est la 7900 XTX qui, là, sur le même site, est vendue 929 euros. Donc, ouais. La 4070 Ti Super, elle est pas super.
elle souffre clairement du même problème que la 4070 Ti à sa super, c'est que elle a juste pas beaucoup de sens à ce prix-là. Tout comme la 4080 était trop chère à sa sortie, ben la 4070 Ti suivait un peu le même genre de prix. Et puis après, la 4070 était beaucoup moins chère. Oui, la 4070 Ti aurait dû être une carte en dessous de 800 euros. Et cette 4070 Ti Super aurait dû être en dessous de 800 euros. S'il était à un prix de base de 799 euros, là, elle arriverait à au moins se mettre au même niveau qu'AMD, tout en étant un petit peu moins performant en rasterisation, mais plus performant en ray tracing. Ça s'équilibrerait, vous voyez. Mais là, elle est tellement proche d'une 7900 XTX qui est beaucoup plus puissante. Alors oui, dans certains jeux, la 7900 XTX en ray tracing sera un peu moins puissante qu'une 4070 Ti Super, mais la 7900 XTX est juste tellement plus puissante dans pas mal d'autres utilisations que juste, voilà, ça ne vaut selon moi pas forcément la peine. Il y a toutefois certains publics qui pourraient être intéressés. Si vous êtes dans le domaine professionnel, ça vous donne accès à une carte graphique Nvidia plutôt puissante avec 16 Go de RAM pour encore moins cher. Ça peut valoir la peine. Mais oui, pour les gamers, pour quelqu'un qui joue à des jeux vidéo, personnellement, je ne suis pas impressionné par cette 4070 Ti Super. Et après ça, nous avons une autre carte graphique qui est sortie du côté d'AMD cette fois-ci et aussi dans un marché totalement différent parce qu'ici on parle du milieu de gamme, donc un marché beaucoup plus intéressant pour nous. Nous avons la 7600 XT qui est sortie en modèle 16 Go. Je vous rappelle que la 7600 XT est basiquement une 7600 mais avec 16 Go de RAM overclockée. Et en réalité, je tiens à m'excuser auprès d'AMD. La différence de performance est plus importante que je l'imaginais, franchement. Surtout quand on voit la 4070 Ti Super. Elle a tout en plus. Elle a plus de RAM. Elle a plus de RAM rapide surtout. Elle a plus de bande passante mémoire. Elle a plus de code d'accord. Elle a tout en plus. Et genre 7-8% de performance en plus. Mais la 7600 XT, en réalité, si on regarde, voilà, 12 jeux en 1080p en moyenne, on peut voir que la 7600 faisait 88 FPS et cette 7600 XT, qui est juste overclockée du coup, et un peu plus de RAM, ce qui peut faire la différence dans certains jeux, 95 FPS. C'est pas une énorme différence, mais c'est basiquement la même carte techniquement. Elle est juste overclockée et ça la pousse juste au-dessus de la 4060. Donc en vrai, pas trop mal, vous allez me dire. Sauf parce que forcément, il y allait avoir un problème. Ça semble logique. Le problème, comme d'habitude, c'est toujours le prix. Et souvent avec AMD, des fois, il y a des cartes qui sortent juste au mauvais prix. Et cette 7600 XT coûte la peau des fesses en Europe. Je ne sais pas pourquoi. Au plus bas, vous l'aurez à 359 euros. 359 euros. Vous savez ce que vous pouvez avoir pour 359 euros? Mieux. Vous pouvez avoir mieux. Vous pouvez avoir une 6700 XT pour 353-300. Alors, cherchons un modèle en stock. Ok, là c'est un petit peu plus cher en stock, 380 euros, mais c'est toujours pas très loin. Et la 6700 XT, du coup, évidemment, ça semble logique. Elle est plus puissante. Donc là, en moyenne, elle faisait 105 FPS. Donc, ouais. Je comprends pas ce que vous faites, AMD. La vraie, c'est ça qui est le plus ridicule. Dans le marché milieu de gamme des cartes graphiques à l'heure actuelle, la plupart des meilleures cartes graphiques que vous pouvez acheter, c'est les vieilles cartes graphiques. Genre AMD, Nvidia n'arrivent pas à faire mieux que eux-mêmes, voilà quelques années. C'est incroyable quand on y pense. Mais bon, oui, la 6700 XT, si vous en avez acheté une voilà des années, elle est toujours bonne. Vous êtes toujours bon, il n'y a aucune raison de la changer. Même en 2024, elle est toujours compétitive au prix où elle est vendue. C'est incroyable quand même. Donc ouais, 6700 XT, moi je dirais. Franchement, si vous avez le budget entre 300 et 400 euros, 6700 XT. C'est juste mieux en tout point pour moi. Ensuite, on a plus de news au niveau hardware avec Nvidia qui a lancé une amélioration de RTX vidéo. Je vous rappelle que Nvidia a basiquement une technologie qui permet d'upscale des vidéos que vous regardez en ligne. AMD aussi en a et on va en parler après, ainsi que même Intel. Et du coup, ici, ils ont rajouté une nouvelle fonctionnalité qui permet de, en plus d'upscale, permet de transformer une vidéo SDR en HDR. Alors, bien sûr, ça semble logique. Si vous n'avez pas d'écran HDR, ça ne va pas faire grand-chose. Mais si vous avez un écran HDR, là, ça va faire la différence parce que l'un des problèmes des écrans HDR, c'est l'HDR, selon moi, c'est très bien. C'est une très bonne technologie.
on n'a plus besoin de plus de résolution. On est déjà au 4K largement suffisant pour la plupart des gens. Ce qui nous manque, c'est des meilleures couleurs, des écrans qui représentent mieux la réalité. Vous voyez, on a la résolution pour représenter correctement la réalité, par exemple le 4K encore une fois, mais il nous manque cette profondeur de couleur. Il nous manque le fait que quand je regarde le soleil dans la vraie vie, ben, je suis ébloui. Ben, il nous manque ça sur les écrans. C'est ce que permet de faire le HDR. Le problème avec le HDR, c'est que c'est juste n'importe quoi. Mais déjà, la plupart des contenus en ligne sont SDR, donc pas HDR. Donc, si vous les regardez sur un écran HDR, ils sont juste... Mais il n'y a pas vraiment d'amélioration. Donc, ça permettra de transformer tous ces contenus SDR en pseudo-HDR. Ce ne sera pas parfait, mais ce sera déjà beaucoup mieux que juste les regarder en SDR. Donc, personnellement, je suis assez intéressé. C'est quelque chose qu'à mon avis, on va voir arriver aussi chez AMD et aussi même Intel, mais quoi qu'elle arrive, une très bonne chose. Ensuite, en parlant de plutôt bonnes choses, vous avez AMD qui du coup introduit enfin dans un driver stable, pas un driver en bêta, leur technologie de Fluid Motion Frame. Le Fluid Motion Frame, c'est basiquement FSR 3.0, mais pour tous les jeux. En tout cas DirectX 11 ou 12. Donc oui, ça vous permet de rajouter la génération d'images à la plupart des jeux qui sont du coup, comme j'ai dit, en DirectX 11 ou 12. Il faut aussi que le jeu soit en plein écran et qu'il n'ait pas faut pas qu'il ait la V-Sync, voilà, d'activer. Donc pas de V-Sync, en plein écran, DirectX 11 ou 12. Et puis après, vous pouvez du coup, si vous êtes sur le dernier driver, AMD qui est le 24.1.1, voilà, 24.1.1, vous pouvez faire un bête raccourci clavier qui est Alt-Shift-G en jeu, quand vous êtes déjà dans le jeu, et vous allez avoir une petite pop-up en haut à droite qui va vous dire « Hey, tu as activé cette technologie-là ». Et du coup, j'ai pu tester un petit peu rapidement. Il faut que le jeu déjà ait un bon FPS de base. Oh, ça, on va être honnête. J'ai essayé dans City Skyline 2, qui est voilà, pas le meilleur au niveau FPS. Ça n'améliorait pas. Et d'ailleurs, ils le disent dans certains jeux, vous allez avoir une baisse de performance. Donc là, testez. Si ça ne marche pas, n'activez pas, évidemment. Vous pouvez d'ailleurs regarder le nombre d'FPS avec l'overlay d'AMD qui est accessible via Alt-R pour information. Du coup, dans ce genre de jeu, non. Par contre, les jeux qui... Par exemple, moi j'ai un écran 4K, ben, j'ai des jeux qui tournent à 70 FPS en 4K. Ça va, mais j'aimerais un petit peu plus, quoi. Et bien là, ça me permettait de passer à 130 FPS. Donc notamment, un jeu qui a bien marché, c'était Humankind, le jeu qui ressemble un peu à Civilization, mais en moins bien, mais qui est beaucoup plus beau par contre. Et bien, du coup, là, j'ai passé je pense qu'il y avait un peu plus de 80 FPS en 4K dans une partie en late game, donc qui devient assez lourde au niveau de l'affichage, et je suis passé à plus de 130 FPS, et là, ça marchait hyper bien. Genre, vraiment, ça marchait très bien. J'étais assez impressionné, je me dis, waouh! Genre, ça marchait aussi bien que FSR 3 ou DLSS 3.0 dans les jeux qui sont réellement 100% compatibles, qui l'implémentent. Mais après, j'ai testé un autre jeu qui était du coup un jeu un petit peu à la Settlers, je sais plus quoi, un peu comme Banish, vous faites une ville et tout ça. Et là, le jeu était beaucoup plus sombre et j'avais plein de smearing. Il détectait mal le mouvement. Quand je bougeais, je voyais genre des fantômes derrière du mouvement. Donc ouais, je pense qu'il a du mal un petit peu avec les jeux sombres, en tout cas ce jeu sombre en particulier. Mais par contre sur Humankind, ça marchait bien. Donc ça fait pas de mal à avoir, c'est pas parfait. Vous pouvez juste l'activer. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Tenez compte aussi évidemment que c'est de la génération d'images, ça rajoute des images qui sont générées. Donc, les jeux qui requièrent une faible latence, ça ne va pas valoir la peine. Ça active anti-lag de AMD en même temps, qui est basiquement Reflex, mais d'AMD. Donc, ça permet d'améliorer un petit peu la latence. Mais ouais. Moi, je vois surtout l'intérêt pour, comme j'ai dit, un jeu comme Humankind, un jeu de stratégie où ça n'a pas besoin d'être le plus rapide, en tout cas en termes de latence, mais vous voulez un peu plus d'FPS, quoi. Vous êtes déjà à 60 FPS, vous vous dites, ah, mais j'ai un écran 120 Hz, j'ai envie d'avoir 120 FPS. Mais là, vous pouvez l'activer, si vous avez une carte AMD en tout cas, et ça vaut la peine. Ça marche sur toutes les RX 7000, 6000, ainsi que techniquement les GPU mobiles RDNA 3.0, donc les Radeon 700M, ça marche aussi. Donc, pas mal. Pas parfait. Je ferai plus de tests et puis j'attends de voir aussi il y a certainement des chaînes qui vont faire plus de tests là-dessus. Je peux vous le dire directement que tout comme FSR 3,
ça va pas être parfait. Mais au moins là, comparé à FSR 3 et même DLSS 3 qui sont seulement disponibles dans une petite liste de jeux, le truc ici, c'est que là, c'est tous les jeux DirectX 11 ou 12 compatibles, pratiquement. En tout cas, la plupart. Il y a un certain, ça ne marchera pas très bien, ça ne donnera pas un bon résultat, mais ils sont tous, vous pouvez tous les activer en tout cas. Donc, si même il n'y a que 10% des jeux qui marchent bien, c'est quand même 10% de tous les jeux DirectX 11 ou 12 qui reçoivent une amélioration comme ça, gratuite, une mise à jour driver, vous pouvez activer ça, amélioration gratuite des performances. Moi, je dis, ça vaut largement la peine. Donc, n'hésitez pas à tester si vous avez une carte AMD de dernière génération. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous testé certains jeux? Quel jeu marche bien, quel jeu ne marche pas? Je serais intéressé de le voir. Ensuite, nous avons une petite news Intel avec notamment le fait que le Thunderbolt 5 arrive bientôt. Il sera disponible sur Arrow Lake S. Et du coup, il y a pas mal de choses intéressantes avec ce Thunderbolt 5, notamment il aura un full support du PCI Express 4.0 x 4. Donc c'est du 64 Gbps full duplex. Il pourra aussi transférer un DisplayPort 2.1, un signal 2.1 qui est du coup jusqu'à 80 Gbps. Et pour information, ce Thunderbolt 5 du coup sera capable d'atteindre des vitesses asymétriques de 120 Gbps dans un sens et 40 dans l'autre. Pour une carte graphique, ça pourrait être assez intéressant. C'est une carte graphique évidemment, reçoit des informations du CPU, mais ne renvoie pas forcément beaucoup d'informations dans l'autre sens. Donc là, ça pourrait être intéressant pour ça. Et du coup, on a aussi le support jusqu'à 140 watts du Power Delivery, ce qui est déjà le cas, notamment avec les MacBook Pro 16 pouces. Mais vous avez aussi le 240 watts qui sera optionnel, donc qui arrive aussi très bientôt. Et puis, il y a d'autres petites specs comme vous pouvez supporter 2 écrans 4K. Il y a aussi un truc intéressant, c'est que les câbles Thunderbolt 3 de 1 mètre maximum supportent déjà les nouvelles vitesses. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Du coup, on pourrait voir arriver à nouveau des GPU externes, ce qui pourrait être intéressant. En tout cas, des GPU externes qui fonctionneraient parce que le PCI Express Gen 4x4, c'est basiquement l'équivalent d'un x8 en Gen 3. Et il y a pas mal de cartes graphiques qui fonctionneraient très bien avec une telle bande passante. Plus de cartes graphiques milieu de gamme, on va être honnête, vous n'allez pas mettre une 4090 là-dessus, mais ouais. Et moi, ce qui m'intéresserait de voir, c'est est-ce qu'il y a moyen d'aller plus loin? Parce que c'est juste 64 Go. Le mode asymétrique permet de monter jusqu'à 120 Go. Est-ce qu'il y aurait moyen de, avec un truc un peu propriétaire, un dock GPU externe, je sais pas moi, qui fait un petit peu traficote un petit peu les choses, il y aurait peut-être moyen de faire fonctionner, je sais pas moi, un GPU jusqu'à ces 120 Go à la seconde. Ça pourrait être très intéressant. À tenir compte toutefois qu'il y a le Oculink aussi qui est présent. Le Oculink, on l'a déjà vu plusieurs fois dans le Tech Sama Show, c'est cette nouvelle norme pour un câble de GPU externe qui est utilisé par Lenovo maintenant, ainsi que plusieurs constructeurs de consoles mobiles. Et le Oculink, dans sa dernière version, peut atteindre 64 Go à la seconde. Donc, basiquement la même chose qu'ici pour le support GPU. Et c'est la version actuelle du Oculink. Ils ont prévu une nouvelle version qui pourrait avoir encore plus de bande passante. Donc, à voir. Mais visiblement, peut-être que dans un futur très proche, on aura enfin un bon connecteur universel pour connecter un GPU externe. Ça pourrait être intéressant. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Tech Sama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.